On a considéré qu'il s'agissait d'un contrat au temps passé. On est sur de l'assistance technique, donc si vous vous souvenez bien, dans le petit jeu qu'on avait fait la première journée avec les flèches, on avait déterminé que pour ce type de prestation, on faisait un mode de rémunération du marché au temps passé. Donc ça, c'est le premier élément. Second élément, sur la méthode de sélection qui va être retenue pour ce marché, on va être sur la sélection fondée sur la qualité et le coût. Et on va pondérer les notes à 80-20, donc 80% pour la qualité et 20% pour le coût. Donc ça aussi, c'est une dimension qui est importante pour vous en tant qu'évaluateur. Après, sur les critères de notation, donc on vous a remis des grilles qui sont vos grilles d'évaluation technique et financière. Donc vous voyez qu'on a détaillé des critères d'évaluation. Donc pour la méthodologie, au global, vous avez 30 points à attribuer. Après, vous voyez qu'on a un certain nombre de sous-critères qui sont définis. Pour le CV du chef d'équipe, le coordinateur, vous avez 40 points à attribuer. Pour l'expert environnemental et social, 20 points. Donc au total, sur les experts, on a 60 points. Et après, on a deux autres critères qui sont le transfert de connaissances, où là, on a 5 points à attribuer, et la participation des ressortissants nationaux, pour lequel on a aussi 5 points. Donc tout ça, ça fait 100 points à attribuer, pondérés à hauteur de 80% de la note finale. On va faire l'évaluation technique et vous allez évaluer cet ensemble-là. Sur la méthodologie, ce qu'on vous propose, c'est de vous répartir les rôles au sein des groupes, mais de faire les choses ensemble. C'est-à-dire qu'au sein de chaque groupe, vous vous répartissez pour que plusieurs d'entre vous évaluent la méthodologie et les deux petits critères de la fin, transfert de connaissances et ressortissants, participation des ressortissants nationaux. Donc ça, c'est un groupe qui fait ça au sein de chacun des groupes. Et un autre sous-groupe qui, lui, va évaluer les CV des deux propositions. Donc le CV du coordinateur et de l'expert environnemental et social pour chacune des deux propositions. C'est ce groupe qui a éliminé les deux offres. En fait, les deux offres ne passent pas le score technique qui était à 70 points. Donc là, ça voudrait dire qu'à l'issue de cette évaluation-là, on n'a aucune des offres qui passe le score technique. Donc, en gros, l'appel d'offres est déclaré infructueux. Il y a un autre groupe aussi, ce groupe-là qui a noté de manière très basse. On a également noté que pour plusieurs groupes, l'offre de P1 ne passait pas le score technique. En revanche, l'offre de P2 le passait. Donc vous, si on avait évalué de cette façon-là, vous auriez donc rejeté à l'évaluation technique l'offre P1 et continué uniquement avec l'offre P2 pour l'évaluation financière et probablement l'attribution du marché. Éviter qu'il y ait trop de différences de notation, évidemment, notamment sur des méthodologies, des plans de travail. Chacun peut avoir des notations qui sont un peu différentes, mais au moins que l'esprit soit le même pour tous les évaluateurs. Sur un autre cabinet, on nous demande de réduire les notes méthodologiques sous prétexte que les membres du groupement, parmi les membres du groupement, on a un petit cabinet. Donc le cabinet a fait une très bonne méthodologie, mais il faut réduire sa note parce qu'on a un petit cabinet. On a un cabinet qui n'a pas suffisamment de personnel. Et pour le troisième, c'est que le personnel qui est proposé pour le poste de chef de mission est le gérant du cabinet. Donc il y a un risque qu'il ne soit pas présent sur la mission. Donc il faut réduire la méthodologie. Donc face à cette situation, nous on était un peu embêtés, mais voilà, on veut être sûr qu'on ne note que ce qui figure dans le dossier et non l'expérience passée. Ça mérite réflexion, parce qu'effectivement, on peut quand même se poser la question si dans la méthodologie, que cet expert est, en tout cas dans le plan de travail, cet expert est proposé comme étant à plein temps, par exemple, sur le projet, ou même à mi-temps, et qu'on sait que par ailleurs, il a des engagements managériales ou de gérance qui, a priori, sont incompatibles avec le temps qui est proposé réellement de mise à disposition pour votre projet, c'est quand même un facteur de risque pour vous en tant que maîtrise d'ouvrage et client.
Et je pense que ce point-là, quand même, pourrait entrer en ligne de compte dans l'évaluation, notamment du plan de travail et de la pertinence, quelque part, de ce plan de travail par rapport aux engagements que ce consultant peut avoir par ailleurs. Donc là, je le prendrai en compte quand même, en considération. La responsabilité de mettre son CV, de se présenter en tant qu'expert, ça suppose qu'ils ont pris des dispositions pour cela. Est-ce que la COJO peut, de façon unilatérale, dire, alors comme étant donné que c'est lui le responsable, il n'aura pas le temps? Est-ce que la COJO est vraiment fondée à dire ça à la place du concerné lui-même? En fait, là, la difficulté, c'est qu'on sait qu'on a un risque de non-disponibilité de cet expert, mais ce risque, il est difficile en fait à matérialiser et à prouver. C'est une suspicion du fait de sa qualité, mais sa qualité de gérant n'est pas en tant que telle ni un critère éliminatoire, ni un critère qui va vous permettre d'emblée de noter nettement moins son CV. La question des sous-traitants, les évaluer à la COJO, ça veut dire qu'on augmente le temps d'analyse du dossier. Et les critères d'évaluation des sous-traitants semblent être les mêmes critères d'évaluation que l'entreprise principale. La deuxième difficulté, on ne connaît pas le montant, ou bien parce qu'on a un pourcentage d'orientation qui est 30 ou 40%, mais l'entreprise qui est retenue n'est pas obligée de sous-traiter 40%, elle peut aussi sous-traiter 10%. Donc, ce sont des difficultés. Est-ce qu'on peut le faire sans, ou bien, c'est-à-dire avant, on recrutait une entreprise, cette entreprise qui, une fois elle est retenue et qu'elle veut faire une sous-traitance, comme on a une maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'œuvre valide la qualification des sous-traitants avant qu'ils ne rentrent en jeu. Les sous-traitants, effectivement, ne sont pas pris en compte dans les critères de qualification. On va analyser uniquement les membres du groupement. Donc ça, c'est le premier point de réponse. Sur l'évaluation ensuite de l'offre technique, simplement l'entreprise, si je ne me trompe pas, doit remplir un formulaire dans lequel elle donne la liste de ses sous-traitants. Mais après, l'évaluation est faite, comme on l'a dit, c'est une évaluation techniquement conforme. Donc on évalue la conformité de l'offre technique de l'entreprise uniquement. Donc là, les sous-traitants, si je ne me trompe pas, ne rentrent pas dans l'évaluation non plus à ce stade-là. Mais simplement, effectivement, l'entreprise doit donner les sous-traitants avec lesquels elle compte travailler. Et ensuite, là encore, si je ne me trompe pas, le maître d'œuvre, un ingénieur conseil, doit valider les sous-traitants avant le démarrage du travaux ou des étapes ultérieures. Je n'ai plus les choses très précisément. Il faudrait regarder dans le dossier d'appel d'offres exactement les conditions. Mais le principe, c'est celui-là. Ce que je voudrais savoir, c'est lorsque une commission qui se réunit et fait une attribution et qu'on envoie demande d'anneau à l'AFD. Et pour certaines raisons, l'attribution a été... Bon, le budget de l'autorité contractante ne supporte pas, ou bien on estime que la notoriété même de l'attributaire est mise en cause par le maître d'ouvrage. Alors, est-ce que le maître d'ouvrage ou bien l'autorité contractante peut demander à l'AFD d'annuler une telle attribution? Si oui, alors la commission qui s'est réunie et qui a travaillé pendant des mois, est-ce que fait un retour à cette commission pour l'informer que l'attribution a été annulée? Alors c'est ma préoccupation parce que souvent on rencontre ces gens de... Donc première réponse à votre première question. Oui, l'AFD doit être sollicitée, doit donner son ANO. Et deuxième question, là c'est plus un fonctionnement interne dans lequel nous on n'est pas parti sur des relations qu'il y a entre la direction de la maîtrise d'ouvrage et la commission d'analyse qui a été mise en place. Donc là on ne peut pas vous répondre sur ce point-là, qui est vraiment une question interne des institutions au niveau de la Côte d'Ivoire. Relative aux dénonciations ou aux voies de recours. Voilà, je voulais savoir si l'AFD est une voie de recours à côté des voies de recours nationales, c'est-à-dire l'ARMP, la DMP. Voilà, est-ce que l'AFD
les dénonciations sont reçues par l'AFD? Et que si oui, quelle est la procédure? Est-ce que l'AFD est à même de pouvoir trancher cette dénonciation? Si elle est amenée à être contactée dans le cadre d'une dénonciation, d'une part, elle n'a pas de capacité à sanctionner une telle dénonciation, puisque ça, ce sont les autorités des marchés publics, en l'occurrence en Côte d'Ivoire, la NRMP, qui est en capacité de prendre des décisions et des décisions juridiques qui ont une force contraignante suite à une dénonciation. Et lorsque l'AFD est saisie directement, et ça peut arriver, de dénonciation par exemple d'un soumissionnaire qui se plaindrait auprès de l'AFD dans le cadre d'un processus de passation de marché, le premier réflexe qu'on a en termes de procédure, c'est de prendre contact avec notre maîtrise d'ouvrage pour qu'elle investigue, qu'elle prenne connaissance de cette dénonciation et que, après, en termes de bonnes pratiques, on la traite éventuellement ensemble pour partager la manière dont on va traiter ce sujet. Mais la manière dont on va le traiter, c'est de votre responsabilité à vous en tant que maîtrise d'ouvrage. En tout cas, c'était l'objectif d'essayer de faire au plus concret pour vous. C'est la raison pour laquelle on a monté cette formation sous forme d'atelier en majorité, pour vraiment rentrer dans le cœur des documents, des problématiques. Et pour toutes ces raisons, merci encore pour votre et tous ces échanges.